que les empreintes prêtes à être remplies par du métal liquide seront disponibles. Donc, on partira donc on découvrira le monde de l'élaboration du métal liquide, donc pour arriver à l'éliage. Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. On voudrait savoir si vous étiez en train de passer les slides ou pas. Parce qu'on voit toujours la. Oui, je suis en train de les passer. Vous êtes toujours sur la première? Exactement. Vous êtes toujours sur. Oh mince. Alors, peut-être faut-il que je quitte le mode. Il faudrait essayer de mettre en plein écran, s'il vous plaît. De faire quoi? De mettre en plein écran. En diaporama en plein écran. Alors, justement, je suis en plein écran là, en ce moment. Alors, il faut l'enlever. En mode diaporama. Il faut l'enlever, oui. Donc, on va essayer. L'enlever. Alors, attendez. Voilà. Comme, vous voyez bien comme ça? Là, c'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer. D'accord. OK. Là, vous voyez les diapos se passer? Oui. Là, on a quelques généralités. Parfait. Voilà, tout à fait. Bon, bah, écoutez, on va rester comme ça. Le format sera un tout petit peu plus petit que si on était en panorama, mais l'essentiel, c'est quand même d'y voir quelque chose. Alors, voilà, on va pouvoir élargir un petit peu comme ça. Donc, alors, la fonderie industrielle, nous allons donc suivre le plan suivant. Donc, on va donner quelques généralités sur la fonderie, notamment donc la fabrication et les phénomènes, et puis bien sûr les alliages qui sont concernés, sans toutefois être trop exhaustif, ça prendra un peu de temps. Ensuite, faire de la fonderie nécessite de suivre un certain nombre de règles et de techniques de moulage et de noyautage. Donc, ceci, c'est pour préparer en fait l'empreinte à l'intérieur de laquelle on va verser le métal liquide qui va aller le remplir, cette empreinte, et s'y solidifier pour donner les pièces. Alors, de telles géométries d'empreintes ne se font pas n'importe comment. Donc, on va voir ce qu'il faut faire au niveau de la conception pour arriver à quelque chose qui va bien se comporter au niveau du remplissage comme de la solidification. Alors, quand on parle d'outillage, il ne s'agit pas du tournevis ou de la clé à molette, il s'agit d'une plaque modèle qui va donner l'intérieur de l'empreinte. Ensuite, nous passerons à l'obtention et à la préparation du métal liquide dans le cas où, notamment, on part depuis un minerai. Donc, c'est notamment le cas des alliages ferreux avec les fontes. Toujours avec les fontes, nous verrons un peu comment la solidification peut se faire de façon polycristalline et équiaxe. Et tout à la fin, donc ce sera demain, demain matin du coup, donc nous découvrirons quelques cas de solidification particulière en prenant pour support les superalliages qui sont pour certains donc élaborés en effet par fonderie dans des conditions vraiment très particulières en raison de microstructures particulières que l'on désire obtenir pour accéder à de très hauts niveaux de performance mécanique et aussi de résistance chimique à très haute température. Et puis, également au niveau de l'extrême propreté des atmosphères environnantes qu'il faudra pour tâcher de préserver un maximum certains éléments particulièrement réactifs. Je n'en dis pas plus pour le moment, on aura le temps de voir cela demain. Alors, commençons par les généralités. Alors, au niveau donc de l'obtention des pièces de fonderie, le principe, c'est de passer, je ne vous apprends rien pour le moment, d'un volume d'alliage métallique à l'état liquide à un volume solidifié. Alors, cela passe par différentes étapes qui sont données ici. Donc, il va falloir, dans un premier temps, préparer un alliage de métaux à l'état liquide. Alors, un alliage de métaux, ça peut être une refusion d'alliages déjà existants, mais ça peut être aussi l'association de métaux quasiment purs. Quand on est industriel, généralement, on ne peut pas se permettre un trop haut degré de pureté pour des raisons de coût matières premières. Et puis, on porte ceci donc à l'état liquide de telle ou telle façon. On verra quelques façons de faire pour arriver à cet état liquide.
Une fois qu'on a l'état liquide, donc la masse a coulé dans le ou les moules, donc va devoir être manutentionnée et puis éventuellement traitée, traitée à l'état liquide et coulée ensuite dans des empreintes, autant dire des moules, dans lesquels l'alliage va venir se solidifier et puis prendre la forme de la ou des pièces finales que l'on veut obtenir. Et puis bien sûr, ensuite se refroidir et jusqu'à un point tel que l'on puisse manutentionner la pièce, la dégrapper, etc. Alors justement, avant cela, donc on va tâcher d'extraire la grappe de pièces solidifiées. Normalement, il y a un S, désolé. Quoique ça peut être le qualificatif de grappe. Donc extraire la grappe de pièces du moule, si toutefois ce moule est destructible. Et puis, on va obtenir des pièces qui vont être des buts de coulée caractérisées par une forme, une composition chimique de l'alliage et une microstructure. Alors là, on dit une, mais en fait, hélas, comment dire, dans de nombreux cas, composition chimique et microstructure ne sont pas toujours très homogènes à l'intérieur d'une même pièce. Et puis, il y a aussi, comment dire, d'autres... Je vous écoute, oui. Je vous écoute. On voudrait savoir ce que c'est la grappe de pièces solidifiées. Qu'une grappe, en fait, s'il vous plaît, de pièces. Alors, en fait, soit vous pouvez couler une pièce unique, c'est par exemple en artisanat, ça arrive assez souvent, ou alors vous pouvez couler plusieurs pièces identiques ou non. Plusieurs modèles de pièces peuvent être présentes dans le moule. Et il y a ce qu'on verra par la suite des canaux qui servent à amener le métal liquide à l'intérieur de ces empreintes, qui solidarisent en fait les pièces qui vont être solidifiées. Et au moment où ça se solidifie, en effet, donc vous avez ce qu'on appelle une grappe de pièces. C'est tout à fait similaire à une grappe de raisin. Chaque grain de raisin étant une pièce, et puis les tiges qui aboutissent à ces grains donc, peuvent être considérées comme le système d'alimentation. C'est pour ça qu'on utilise ce mot-là pour désigner l'ensemble des pièces que l'on ressort du moule. Alors, on verra quelques exemples, rassurez-vous, un peu après. Donc, il y a quelques photos que nous pourrons voir. J'ai bien répondu à votre question ? Oui ? Je suppose que oui. Oui, merci. je vous en prie. Voilà, on continue. Et donc, il y a, hélas, certaines particularités défauts qui vont faire partie intégrante de la pièce. Généralement, on cherche à les éliminer, tout au moins à réduire leur importance, leur taille. Et puis, dans certains cas, on vit avec. On tolère leur présence à partir du moment où ces particularités ou ces défauts ne sont pas nuisibles aux propriétés d'usage futures de la pièce. Alors, donc extraire la grappe de pièce solidifiée ou une seule. Excusez-moi, monsieur. Après, oui. Désolé de vous Je vous écoute. Juste par rapport il n'y a pas de problème. On va les obtenir par mail plus tard. Oui, tout à fait. Je n'ai pas eu le temps. En fait, j'attends de voir à quel point nous allons arriver, aujourd'hui. Et puis, je couperai le PowerPoint en cet endroit-là. J'en ferai un PDF que je vous enverrai à vos adresses email. Alors, il est possible que ce soit par l'intermédiaire d'un lien de téléchargement. Parce que assez vite, un PowerPoint, comme vous le savez bien, c'est tout de suite assez pesant en termes de nombre de mégaoctets. Mais vous obtiendrez, je pense, vers 17 heures, un lien pour télécharger déjà cette première partie des diapos. Merci beaucoup. C'est tout bon ? Je vous en prie. Alors, vous avez sur cette photo, pour illustrer parfois la grande complexité des pièces que l'on peut obtenir, eh bien, un bloc moteur, ça doit être un bloc moteur de camion, qui présente énormément de surfaces fonctionnelles, de dimensions précises, etc. Et ça a pu être réalisé par la fonderie
Alors, plus précisément, la fonderie en modèle perdu. C'est quelque chose qu'on va découvrir un peu plus tard. Donc, vous voyez, donc les pièces assez rudimentaires, donc pas de souci pour les fabriquer par fonderie, mais on peut aller aussi très très loin en termes de complexité des pièces à produire. Ceci en est un exemple. Alors, la complexité, c'est une chose, et puis, quelle taille ou quelle masse de pièces peut-on produire par fonderie? Alors, en fait, c'est très vaste. On peut commencer avec des toutes petites pièces, telle ici, eh bien, une prothèse dentaire. Donc, métallique, là, elle n'est pas très jolie. C'est pas en céramique cosmétique, comme disent les prothésistes. Mais bon, c'est une dent artificielle métallique, donc toute petite, qui ne pèse pas grand-chose. Et puis, à l'autre extrême, eh bien, vous avez par exemple ceci. Donc, c'est une énorme pièce qui a été coulée d'un seul bloc avec un moule, un moule destructible de sable durci, probablement composé en plusieurs parties. Et là, ce sont carrément des tonnes, une pièce de plusieurs tonnes que vous pouvez avoir. Alors, notamment, donc, par exemple, en Bourgogne, au Creusot, assez couramment, donc, ils fabriquent des pièces aussi énormes que cela. Alors, bien sûr, toute masse intermédiaire est parfaitement possible en élaboration par fonderie, donc entre ces quelques grammes et ces plusieurs tonnes. En termes de productivité, il est très clair qu'il faut quand même laisser, dans le deuxième cas ici, l'alliage métallique déjà se solidifier et puis refroidir jusqu'à un niveau de température permettant sa manutention sans risque de déformation, voire de rupture. Et parfois, c'est une affaire d'une semaine de solidification et de refroidissement jusqu'à une température acceptable pour la suite des opérations. Donc, c'est vraiment très vaste. Alors, la coulée, donc la fonderie, donc on parle beaucoup de coulée aussi, et là, eh bien, il y a une distinction là aussi que l'on peut faire. Alors, il y a ce qu'on appelle la coulée discontinue, c'est celle que vous imaginez bien. Donc, on prépare du métal liquide. On a ici, par exemple, une poche de transport qui peut servir aussi pour déverser le métal liquide à l'entrée d'un moule. Donc, voilà, donc on la bascule, le métal liquide descend, tombe dans le pot de coulée de ce premier moule. Ce dernier, une fois plein, on passe au deuxième moule, troisième, etc. Donc ça, il s'agit de coulée discontinue. On obtient plusieurs pièces coulées en plusieurs fois. Et puis, il y a un autre domaine, plutôt un autre type de fonderie, qui s'appelle la coulée continue. Alors cela, donc on le verra un peu après, concerne notamment les aciéries de fabrication de demi-produits en acier. Deuxième nouvelle scission en deux domaines pour la fonderie. On a le domaine des moules destructibles, c'est le cas où le moule sert une seule fois, et le cas des moules permanents, là où on s'en sert, ou d'un même moule, on est amené à s'en servir plusieurs fois, alors plus précisément, plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois, ou même davantage, pour obtenir donc énormément de pièces avec un seul moule. Les moules, c'est une chose. Il y a aussi donc les systèmes annexes qui sont absolument nécessaires pour mener à bien une opération de fonderie. Déjà par l'entrée du métal liquide à l'intérieur de l'empreinte ou des empreintes. Et il s'agit du problème de l'alimentation. Alors alimenter, donc c'est, si j'ose dire, c'est faire boire du métal liquide à une bouche qui est en fait un pot de coulée suivi d'une descente de coulée, et puis après, plein de ramifications internes au moule qui amènent ce métal liquide dans ce qui sera les futures pièces. Il y a des filtres qui permettent de purifier au passage l'alliage métallique à l'état liquide, le débarrasser d'un certain nombre de petites particules solides qui pourraient ensuite poser des problèmes pour les propriétés d'usage des pièces fabriquées. Il y a également le système de macelotage. Alors, ce sont
Ça consiste en des excroissances assez massives qui permettent d'échapper à l'apparition dans des endroits où il ne le faudrait pas de creux ou de vides qu'on appelle des retassures. Pareil, on en reparlera un peu après. Des refroidisseurs qui permettent d'accélérer la solidification en certains endroits pour telle ou telle raison, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a 3 petits points. Donc, on aurait encore plein de choses à dire, mais il faut quand même s'arrêter ici. Ensuite, donc, il y a un poste très important au niveau de la fabrication par fonderie. Ce n'est pas le cœur du métier, mais n'empêche, c'est quand même indispensable. Après le dégrappage, il y a ce qu'on appelle l'ébarбage, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement plein de petits défauts de surface qu'il faut tâcher d'éliminer de façon à ce que les pièces soient vraiment conformes aux géométries souhaitées. Parfois, donc, on procède à des traitements thermiques, donc des traitements thermiques qui peuvent être, par exemple, des traitements thermiques de détensionnement. Alors, traitement thermique, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va mettre des pièces dans un four, on va les remonter en température, donc les pièces qu'on vient de fabriquer, et puis on va gérer leur maintien à haute température en termes de, justement, valeur de la température et puis durée. On peut faire parfois plusieurs paliers, comme cela, et puis ensuite la vitesse de refroidissement pour revenir à la température ambiante. Un exemple particulier de traitement thermique, c'est le traitement thermique de détensionnement qui permet d'éliminer les contraintes internes qui auraient pu apparaître à l'intérieur de la pièce une fois solidifiée au cours donc, du refroidissement. Donc on peut se retrouver en effet avec des contraintes internes et résiduelles de traction, de compression, de cisaillement, de scission à l'intérieur des pièces, ce qui peut conduire après en service à des comportements parfois un peu curieux et généralement non désirés. On peut passer aussi donc à l'usinage. En général, les pièces de fonderie, sauf dans des cas particuliers où on fait vraiment de la fonderie de précision avec les alliages métalliques, généralement, il faut retirer de la matière. La peau extérieure, donc la partie extérieure des pièces, en général, n'est pas très, très chouette, si j'ose dire, sur les brutes de fonderie. Et là, donc, il faut tâcher d'améliorer ça en enlevant par exemple, quelques dixièmes d'épaisseur de matière par usinage, tournage, fraisage. Ensuite, viennent possiblement des traitements de surface, généralement pour tâcher d'améliorer la tenue à la corrosion des métaux. Tout le monde n'est pas un acier inoxydable et tout le monde n'est pas un super alliage. Dans certains cas, il faut mettre une barrière entre un milieu possiblement corrosif, et ça peut être un sol, ça peut être l'air, ça peut être des fluides, etc. Et la pièce métallique, la surface de la pièce métallique. Alors en effet, donc, qui dit alliage métallique dit méthane, et qui dit méthane, il y a des électrons de valence prêts à donner quelques oxydants qui puissent traîner par là. Donc, c'est presque inéluctable qu'un alliage métallique puisse s'oxyder, ou si on est en dehors des cas du platine, de l'or, etc. Et donc, parfois, ça risque d'être problématique. Et puis, à ce moment-là, donc, on procède à des traitements de surface, on dépose des peintures, etc. Voilà, les petites photos qui sont à droite, donc la coulée, donc on en a un petit peu parlé. Ça ici, donc la conception, donc on y reviendra. On utilise bien sûr un ordinateur, des logiciels pour être relativement efficace, encore plus efficace qu'auparavant dans ces règles de conception et notamment des tests, voir si notre façon de penser, notre façon de mettre en plaque, etc., est réellement efficace, enfin plutôt a des chances d'être efficace, avant même qu'on fasse un essai réel. Eh bien, on peut utiliser donc les moyens informatiques pour tâcher d'anticiper d'éventuels problèmes et puis les corriger à l'avance. Et là, donc, la troisième photo, donc là, c'est un exemple de débarbage, donc avec des outils qui peuvent être manuels. Dans certains cas, ça peut être automatisé. Donc ici, vous avez une sorte de meuleuse d'angle qu'on utilise pour enlever des bavures qui auraient pu se former sur les pièces côté extérieur
au niveau du plan de joint du moule qu'on a utilisé. On passe à la diapo d'après. Alors, la fonderie concerne énormément d'alliages. À quoi pourrait-on penser dans un premier temps? Il y a les fameuses fontes, en effet, donc fonte de fer, et les alliages d'aluminium. Il n'y a pas que ça. Certains aciers, certains alliages ferreux donc peuvent être aussi mis en forme par passage liquide à solide, et pas seulement coulée continue pour former des demi-produits, mais carrément sous forme de pièces pas loin d'être prêtes à être vendues. Il y a des alliages de cuivre, parmi lesquels vous allez trouver les célèbres bronze, laiton, des alliages de zinc, des alliages de titane, des alliages de nickel et de cobalt, dont notamment des super alliages. Et puis, cette liste est loin d'être finie, mais avec, ici, si je compte bien donc, cet exemple, vous avez certaines idées de la grande variété des alliages métalliques que l'on peut ainsi mettre en forme par voie de fonderie. Alors, les photos, ici, vous avez ce qu'on appelle un regard de chaussée. On peut dire aussi une plaque d'égout, donc en fonte à graphite sphéroïdale. Ici, vous avez plutôt des pièces en acier, également produites par voie de fonderie. Ici, des cuivreux, donc bronze ou laiton, ou cupronickel, etc. Vous avez ici en alliage d'aluminium, donc là encore un élément de moteur. Alors, toutes ces pièces-là ont, par exemple, été fabriquées donc, par fonderie. Alors, on en reparlera peut-être, mais bon, il est vrai que des pièces complexes comme ceci, donc réalisables par fonderie, peuvent bien sûr être réalisées par fabrication additive, mais bon, ça prend plus de temps, donc à la date à laquelle nous sommes. Alors, on va détailler un peu plus dans cette liste le cas des fontes, parce que ça représente une grande partie massique finalement de la production par fonderie, donc les fontes de fer. Elles ont la particularité quand même d'avoir des températures de fusion qui sont élevées, mais pas excessivement élevées. Donc ce sont des alliages métalliques riches en carbone, souvent en silicium également, et basse fer, et qui ont des points de fusion vers les 1100 degrés Celsius, c'est-à-dire à peu près 400-500 degrés en dessous des aciers, ce qui permet de les travailler quand même plus facilement, même si cette température peut faire peur. Elle fait d'autant plus peur qu'en fait, c'est pas vers 1100 degrés qu'on va travailler les fontes. Le moment où on va commencer à les utiliser tout en amont de l'opération de fonderie, elles vont être déjà préchauffées à 1300 ou 1400 degrés Celsius. Donc, c'est très, très élevé. Pour les aciers, il faudrait monter à du 1600, 1700, voire 1800 degrés. Un petit peu comme les super-alliages, d'ailleurs. Alors, les fontes, donc, qui, grâce à la proximité de leur composition chimique vis-à-vis d'un point eutectique, ou d'une vallée eutectique, si on est à 3 éléments davantage dans la composition chimique, eh bien, en effet, sont des matériaux qui vont nécessiter des températures de travail qui vont rester relativement raisonnables. Donc, avec surchauffe 1300 degrés, au moment de la solidification, donc du 1200 ou du 1100 degrés. Et ces fontes, donc, on va les retrouver après donc, sous forme majoritairement ferritique, donc pour des fontes non alliées. Et puis, quand elles sont alliées, c'est souvent avec, c'est un petit peu comme les aciers austénitiques inoxydables, on peut avoir des fontes qui soient austénitiques, donc avec alliés au nickel, notamment. Donc, le nickel n'est pas le seul élément qui puisse être gammagène, c'est-à-dire favorisateur d'une structure cubique à face centrée, mais dans le cas des fontes, c'est souvent lui qui intervient, comme il intervient dans les aciers austénitiques inoxydables. Ces fontes peuvent être grises
à graphite lamellaire, hein, donc auquel cas elles vont pouvoir servir à constituer des blocs moteurs, des bâtis de machines-outils, des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, des moules de verrerie, des coquilles de fonderie. Quelques exemples illustrent l'exploitation de la haute conductivité thermique que de telles fontes grises à graphite lamellaire peuvent apporter. C'est le cas des moules de verrerie, des coquilles de fonderie, qui permettent en effet une grande vitesse de refroidissement à l'état solide des pièces produites et de fait un temps de cycle plus court, ce qui est favorable à une grande productivité. Dans le cas des blocs moteurs, des bâtis de machines-outils, le graphite lamellaire va plutôt servir à amortir des vibrations. Dans le cas des blocs moteurs, là aussi, le bloc moteur thermique à refroidir. Donc, ça va être là une fonction assez essentielle de la part du graphite lamellaire. Et ce sont des fontes aussi qui sont faciles à couler dans des empreintes qui parfois peuvent comporter des parties relativement minces. C'est vraiment une fonte, ce sont des fontes, on va dire, coulantes, à haute coulabilité, à l'opposition avec les fontes à graphite sphéroïdal dont on parlera après, qui, elles, posent davantage de problèmes au niveau du remplissage des empreintes. Alors là, vous avez une photo. Normalement, il devrait être accompagné d'une barre d'échelle. Donc, on va dire que du point qui est ici au point qui est là, vous avez une centaine de micromètres, pour donner une idée. Donc, tout ce qui est noir, ce sont donc des lamelles de graphite, alors qui apparaissent comme ceci, puisqu'elles sont coupées par le plan d'observation. Et donc, ça vous fait des particules manifestement à une dimension, alors que les lamelles de graphite sont bien sûr à 2 dimensions en volume. Et puis, une partie métallique qui ici, on ne sait pas trop ce que c'est, puisque manifestement, il n'y a pas eu d'attaque métallographique de fait qui aurait pu nous permettre de voir la microstructure de la partie ferreuse de cette fonte à graphite lamellaire. Diapo d'après, il y a aussi des fontes grises à graphite sphéroïdal. Donc, vous voyez la microstructure ici, donc la grosse différence ne vous a pas échappé. Tout à l'heure, c'était plutôt du graphite très allongé, graphite lamellaire, et puis ici, le graphite est sous forme de sphéroïde de graphite. Et puis le reste, il s'agit de ferrite. Tout ce qui est blanc, la matrice ferreuse, c'est de la ferrite. Donc, ce sont des grains de structure cubique centrée, majoritairement fer et contenant aussi une certaine partie de silicium. Alors, de telles fontes sont bien plus résistantes que les précédentes à des phénomènes de traction, de flexion ou de cisaillement également. Et ces fontes ont... Excusez-moi. Oui, je vous écoute. J'ai une petite question, désolé de vous couper. Tout à l'heure, vous avez dit que la fonte, elle pouvait être utilisée pour des moules de verrerie. Oui, tout à fait. Oui. Sauf que la verrerie, c'est de la silice. Donc, on coule un produit qui est à 1700 degrés dans un produit qui a une température de fusion à 1200. C'est possible, ça? Alors, votre remarque est tout à fait judicieuse. En fait, la verrerie, des bouteilles, la fabrication des bouteilles, la fabrication du flaconnage, etc. Ce n'est pas de la silice que l'on met en œuvre, tout au moins pas de la silice pure. Ces verres sont en fait des alliages d'oxydes, dont une grande partie est constituée, vous avez raison, de silice, mais aussi, vous avez des oxydes de bore, vous avez possiblement des oxydes d'aluminium, de l'alumine, Al2O3 en plus de SiO2, B2O3 avec SiO2, parfois les trois ensemble. Donc vous avez les verres borosilicatés, les verres alumineux, etc. Et puis vous avez aussi d'autres types d'oxydes qui sont présents. Et lorsque des oxydes sont présents avec des natures différentes, 2, 3, 4, souvent même plus, eh bien, vous avez des points de fusion pour ces verres qui sont bien plus bas
que ce que l'on peut rencontrer avec la silice ou l'alumine pure. Et de fait, on peut avoir du verre à fibre, du verre à travailler qui est encore à l'état liquide quand la température est de 1200 degrés Celsius. Parfois, certains sont un peu, peut-être, on va qualifier ça peut-être un peu plus réfractaire, 1400, 1500 degrés, mais alors là, ça monte haut quand même. En général, c'est plutôt vers les 1200, voire les 1100 degrés Celsius. C'est un petit peu comme si vous aviez en fait une fonte, comme on vient d'en parler, voilà, ça tombe bien, avec des composés eutectiques. Et là, donc, eutectique, on a dû vous dire qu'en grec, c'était relié à la propriété de fondre bas. Et grâce à ces effets d'alliage d'oxyde, on se retrouve avec des températures beaucoup plus raisonnables que du 1700 ou 1800 degrés. Je crois que l'alumine, on doit monter à 2200 degrés Celsius, je crois, quelque chose comme ça. Alors, en fait, c'est pas réellement du verre liquide qui va tomber dans le moule de verrerie. Ça va être plutôt un verre pâteux, c'est-à-dire très chaud, toujours, mais relativement malléable, et il n'est plus liquide à ce moment-là. On appelle ça une paraison, donc une grosse goutte de verre pâteux comme ça qui arrive dans le moule de verrerie, s'appelle une paraison. Donc, ce que l'on fait, donc une fois que cette paraison tombe à l'orifice du moule, eh bien, il y a généralement deux pièces supplémentaires qui viennent de part et d'autre pour faire soit du pressé-soufflé, soit du pressé-pressé, soit du pressé-soufflé. Et donc, on souffle à l'intérieur, enfin, c'est pas nous, c'est bien sûr l'automate, la machine, qui souffle à l'intérieur de la bouteille, intérieur de la paraison, désolé, obligeant sa partie extérieure à entrer en contact avec la partie interne du moule de bouteillerie, qui, au contact duquel, de ce moule, donc la paraison va se rigidifier puis prendre la forme d'une bouteille, par exemple. Alors, les températures ne sont pas connues par les moules de verrerie, sont loin d'être excessives. En plus, elles sont refroidies pour certaines par une circulation d'eau de l'autre côté. Donc, ce qui maintient un niveau de température tout à fait raisonnable, même pour une fonte à graphite lamellaire. Et puis après, voilà, ça dure pas longtemps. On ouvre le moule, la bouteille s'échappe, et puis on referme le moule, et ça recommence. C'est un petit peu comme de la coulée en coquille qu'on verra tout à l'heure, mais avec du verre à la place d'un verre pâteux à la place d'un alliage métallique liquide. Voilà, le gros problème en fait que connaissent ces moules, ce sont surtout les chocs thermiques, mais ça n'est pas du tout l'exposition à une très haute température. Les chocs thermiques c'est quelque chose d'assez redoutable. Il faut, voilà, ça n'est quand même pas gentil pour le matériau du moule. J'ai répondu à votre question. Je peux continuer? D'accord, oui, je vous en prie. Donc, alors, les fontes à graphite sphéroïdales, pour cette fois-ci des propriétés mécaniques, on va avoir une telle demande au niveau de vilebrequins, d'engrenages, de tuyaux enterrés. Désolé, j'aurais dû couper ma messagerie. Voilà, et puis des pièces de voirie, telles que par exemple le regard de chaussée qu'on a vu auparavant. Il existe aussi des fontes grises à graphite vermiculaire. Ça aussi, ce sont des alliages de fonderie. Et commence à ne plus trop exister, ce sont les malléables à cœur noir, les malléables à cœur blanc. On n'en parlera plus parce que ça commence à devenir anecdotique. Des fontes blanches qui peuvent servir pour faire des boulets de broyage, des grilles de blindage. Et puis, ces fontes peuvent présenter des matrices ferritiques, ferrito-perlitiques, perlitiques, bénitiques, martensitique et austénitique. Ça en fait des termes. Je ne sais pas si vous avez eu déjà un cours sur les alliages ferreux. Oui? Non? Oui. Ah, d'accord. Donc, tous ces termes vous parlent. Ferrite, donc la ferrite cubique centrée, la ferrito-perlitique, donc un mélange de ferrite et de perlite. Donc, le composé eutectoïde
constitué de lamelles alternées de cémentite et de ferrite. Perlitique, ben, voilà, c'est uniquement quand la perlite est là. Bénitique et martensitique sont des phases qui ne sont pas d'équilibre, qu'on ne trouvera jamais dans un diagramme de phase, qui sont obtenues par trempe, enfin par refroidissement très rapide. Et puis austénitique, donc cubique face centrée, ben, par exemple en présence de nickel. Voilà, puis donc d'autres pièces mécaniques. Alors, quelques photos de ces nouvelles structures. Donc ici, ben, vous voyez donc la perlite après attaque unitale, un mélange d'éthanol et d'alcool éthylique. Hein, donc 10 secondes d'immersion sont suffisantes pour colorer en gris donc, cette perlite. Là, vous reconnaissez les lamelles de graphite. Là, après une attaque unitale, ce sont les grains de ferrite, les joints de grains de la ferrite, de la matrice ferritique qui sont révélés, hein, montrant très clairement que cette fonte à graphite sphaeroïdale est à matrice ferritique. Et puis à droite, donc une fonte blanche hypoeutectique avec que certifie donc un caractère que prouve la manifeste présence des dendrites que vous avez là, qui donc à haute température était de l'austénite, était faite d'austénite, et puis à température ambiante, donc cette austénite est devenue de la perlite. Et là, les déburites, hein, donc le composé eutectique blanc, hein, que vous voyez un petit peu par là. Voilà, donc ça, il y a certaines pièces donc, sont faites en ce type de matériau quand on désire bénéficier d'un très haut niveau de dureté et de résistance à l'usure. Je vais descendre un petit peu plus franchement. Alors, quelques exemples de pièces. Donc ici, ben, vous avez des pistons de moteur thermique, des articles culinaires, donc c'est plutôt de la fonte grise à graphite lamellaire, ici donc fonte probablement à graphite sphéroïdale, un tuyau hein, de fonte, alors suivant s'il est destiné à être enterré, ce qui est le cas, je pense, pour ce dernier, eh bien, ça doit être de la fonte à graphite sphéroïdale, et puis les tuyaux qu'on peut trouver le long des bâtiments pour l'évacuation des eaux pluviales sont plutôt en fonte à graphite lamellaire. Le type de solidification de ceci, hein, d'un tuyau, ça va être très particulier. On verra un procédé qui permet d'obtenir en effet ce genre de pièces de fonderie. Autrement, bon, là, c'est plutôt de la fonderie conventionnelle et puis ici aussi. Alors, un deuxième exemple, on va s'échapper un petit peu des ferreux. On va prendre l'exemple des superalliages à base de cobalt qui sont très concernés par la fabrication par fonderie, et notamment de fonderie équiaxe, polycristalline et équiaxe. Hein, donc, ces superalliages base cobalt donc, on présente une matrice austénitique. Donc, c'est l'un des deux réseaux de bravets les plus compacts, hein, avec l'hexagonal compact, qui permet d'accéder à un haut niveau de propriétés mécaniques quand on est à très haute température. Très haute température d'usage, ben, typiquement 1000 degrés, 1000 degrés Celsius. Alors, ces superalliages base cobalt sont austénitiques grâce à une addition de nickel. Donc, le cobalt est l'élément le plus présent, mais avec 10-15% massique de nickel, on est sûr de rester austénitique à toute température, hein, au niveau de la matrice de ces alliages. Leurs microstructures donc, font intervenir des renforts par solution solide. Donc, un peu le chrome, mais surtout le tungstène, le molybdène, le tantal, tout du moins ben, des éléments prélevés dans le tableau de Mendeleïev plutôt dans les lignes les plus basses, là où les atomes lourds se rencontrent. Et puis, propriétés mécaniques également assurées donc, par la présence souvent de carbures primaires, donc obtenus à la solidification, et secondaires plutôt obtenus lors de traitements thermiques. Alors, de tels alliages donc, vont être résistants à l'oxydation et à la corrosion haute température grâce au chrome. Dans le cas des alliages de nickel, c'est plutôt l'aluminium hein, qui est... mais le chrome aussi hein, intervient également hein, dans les bases nickel. Et tous ces éléments-là, donc à un moment donné, ont été introduits alors que l'alliage était à l'état liquide. Hein, ce qui va... Voilà, nous obliger à travailler dans des conditions vraiment très, très particulières, avec des éléments aussi réactifs en présence d'oxygène, d'azote à haute température. Alors, donc on fera de la fonderie vraiment très particulière hein, pour ça. Alors, un exemple d'alliage, hein,
Donc, vous voyez, donc, les teneurs, enfin plutôt les éléments présents peuvent être de différentes natures. Basse cobalt, un peu de carbone ce sont des teneurs massiques en pourcent qui vous sont données là. Du nickel pour stabiliser la structure austénitique de la matrice de l'alliage, du chrome pour la résistance à la corrosion et à l'oxydation à haute température, du fer qui est souvent subi parce que certains éléments sont introduits dans l'alliage pour préparer le métal liquide sous forme donc de ferro-alliage. Notamment, le tungstène est introduit sous forme de ferro-alliage, c'est quand même plus facile à fondre. Du tantale, du zirconium, par exemple. Donc, vous voyez, donc ça nous fait donc 2, 4, 6, 8 éléments. Et souvent, les super-alliages montent jusqu'à 10 éléments, 13 éléments. C'est assez courant. Et on va demander donc, à ces alliages élaborés par voie de fonderie relativement classique, on va leur demander de résister en fluage, par exemple, pendant 1000 heures, à une température relativement élevée, 850 degrés Celsius, et sous une contrainte qui n'est pas négligeable, contrainte qu'on peut supposer constante pour un test, 140 mégapascales. Alors, de tels alliages basse cobalt de fonderie, donc on va les trouver par exemple sous forme de disques, de vannes de turbines terrestres ou aéronautiques, généralement pas les aubes de turbines, ni certains rotors éventuellement. Alors, la structure de ces alliages, là aussi, elle est vraiment typique de la solidification et de la fonderie. Donc, une structure, dans la plupart des cas, qui est dendritique. Donc, des dendrites d'austénite ont constitué en fait le premier cristal à apparaître à la solidification. Et puis, donc, un développement sous forme de réseau comme cela, donc avec une certaine orientation. Et cette structure très particulière et très bénéfique pour la résistance mécanique à très haute température est issue de phénomènes qu'on appelle la surfusion de constitution, qui permet donc aux cristaux de croître sous une forme géométriquement complexe qui nous conduit donc à ces fameuses dendrites. Alors, en zoomant un peu plus fort sur cette structure, on voit un peu mieux comment est constitué l'alliage. Donc ici, on est au microscope électronique à balayage en mode électron rétrodiffusé. Et là, donc, on voit une matrice relativement grise et puis des composés eutectiques qui mêlent la matrice, qui font intervenir la matrice, et des carbures de métaux lourds, ce qui permet d'avoir un numéro atomique moyen plus élevé que la matrice, d'où ce rendu plus blanc que la matrice avec ce mode de visualisation. Alors ça, c'est l'aspect micro. Les pièces elles-mêmes, voilà. Vous avez par exemple ici une chambre de combustion. Ici, vous avez donc des vannes fixes de distribution de la partie rotor qui sera juste après, de la turbine à proprement parler. Donc, ces aubes fixes qui permettent de canaliser, de gérer finalement les écoulements fluides juste en sortie de la chambre de combustion. Et puis ici, donc, un rotor, un disque, avec des aubes de turbine qui sont enclipsées dedans, si j'ose dire. Donc, dans certains cas, donc, on peut utiliser les bases cobalt. Mais souvent, il s'agit de bases, désolé, il s'agit de bases nickel, souvent, pour les aubes de turbine. En tout cas, tout ça, voilà, ce sont des alliages de fonderie. Le disque, en général, après la fonderie, a subi une opération de forgeage pour accéder à une encore plus haute performance mécanique à moyenne température, c'est-à-dire vers les 500, 600 degrés Celsius, et puis surtout une taille de grain fine, etc. Et l'écrouissage qui va avec également, qui durcit vraiment cette pièce particulière. Voilà, donc on a fait avec les fontes, avec grise, fonte blanche, et puis ici, donc les alliages de cobalt. Donc on a illustré un petit peu en relativement peu de temps, ce que l'on peut rencontrer comme alliage par la fonderie, qui peuvent être mis en forme par la fonderie,
en plus de tout ce qu'il y a, de ce qu'on a pu évoquer très rapidement avec les alliages d'aluminium, les alliages de cuivre, les alliages de zinc, etc. Voilà, nous allons maintenant aborder donc la partie technique, technique de fonderie. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à des pièces de fonderie faites en tel ou tel alliage. Alors, les techniques de moulage, donc l'obtention de moules pour généralement les parties extérieures, les faces extérieures des futures pièces, et de noyautage. Là, c'est pour les parties intérieures des futures pièces. Donc, souvent, les pièces sont creuses, parmi celles qu'on fabrique par voie de fonderie. Alors, on a donc ces deux grandes familles pour le moulage, les moules destructibles et les moules permanents. Le noyautage, ce n'est que du moulage à l'inverse, si j'ose dire, mais de façon destructible. Un noyau ne sert toujours qu'une seule fois. Il est détruit lors de sa première utilisation. Pour les moules, voilà, on a les deux grandes familles. Alors, c'est le moulage en moule destructible fait intervenir un moule qui est généralement constitué de sable lié, plus précisément. Alors, lié par donc une substance chimique ou naturelle qui est donc mélangée à du grain siliceux, du sable siliceux, qui sert à préserver les formes que l'on aura obtenues, et ce pendant la majeure partie de l'opération de fonderie. Donc ce liant, donc on verra plusieurs techniques un peu après. Donc peut-être de différentes natures, plus ou moins résistants, plus ou moins recyclables également. Et puis voilà. Alors il est fabriqué, donc le moule est fabriqué en une seule coulée, pour une seule coulée, désolé, donc pour faire une seule grappe de pièces. Et une fois que cette grappe de pièces, qui est constituée donc d'une ou plusieurs pièces et du système, de ce qu'on appellera le système d'alimentation qui sera à ce moment-là solidifié. Une fois qu'on extraira tout ça, mais il faudra bien casser le moule de sable et il ne pourra donc bien sûr plus servir et il partira, dans le meilleur des cas, au recyclage. Voilà, donc ici vous avez une photo qui représente justement un demi-moule constitué d'un châssis. Donc c'est toute la partie qui est tout autour ici. Souvent ce châssis est métallique, parfois il est en bois. Ça arrive, ça peut se trouver chez les artisans. Mais en entreprise, là où on demande pas mal de productivité, c'est souvent métallique. C'est en acier, quoi, tout simplement. Un acier, pas de haute... un acier relativement peu coûteux, on dira. Alors, ici, vous avez l'empreinte, une demi-empreinte de pièces. Vous voyez, donc c'est ici, c'est là-dessus que va se former la partie extérieure de la future pièce qu'on aura, à partir de l'alliage métallique qu'on aura coulé à l'intérieur. Et puis, ça et ça, on appelle ça des portées de noyaux. Ça va servir à mettre, par exemple, un cylindre entre là et là, un cylindre en sable lié, en sable dur, et qui empêchera donc le métal liquide d'aller occuper cette place-là. Là, en fait, la pièce, le noyau va être manifestement plus complexe, puisque en dehors de cette partie cylindrique, vous avez une partie qui part ici pour utiliser la troisième portée de noyau. Une portée de noyau, c'est juste une cavité qui permet de maintenir en place le noyau qu'on va mettre. Ici, vous avez l'emplacement pour créer une masselotte avec une partie de l'alliage métallique liquide qu'on aura introduite à l'intérieur de l'empreinte. Ici, un morceau de canal d'alimentation, et puis ici, donc une descente de coulée qu'on voit très peu, on voit juste sa base. Alors, ça, c'est un demi-moule. Vous avez un autre moule presque identique à celui-ci que l'on pose par-dessus pour refermer tout ça et obtenir donc la partie entière
enfin la cavité entière pour obtenir la pièce entière. Alors que voulais-je dire? Oui, donc une fois qu'on a donc un demi-moule qui est prêt, on va poser le noyau, puis après on va mettre l'autre demi-moule par-dessus. Faire ceci s'appelle procéder au remmoulage. Et puis après, donc, on va pouvoir couler l'alliage métallique liquide à l'intérieur. Alors, la jonction entre les deux demi-moules, hein, donc tout ça, c'est relativement plat, hein, c'est du sablier, tout ça, hein, tout ce qui est jaune. Donc, vous avez l'équivalent qui va venir tout contre. Cependant, ça n'est pas bien sûr étanche. Hein, et pendant la coulée, il est possible que vous ayez des petits débordements dans le plan de joint de métal qui va vite se solidifier parce qu'en fait, ça va être du métal liquide, mais en très très faible épaisseur, donc ça va se refroidir très vite. Et c'est ça qu'il faudra enlever lors de l'opération débavurage, une fois qu'on a sorti la pièce du moule. Voilà, hein, grosso modo, pour le moulage en moule destructible, peut-être faut-il préciser que le sable lié est souvent utilisé, parfois il n'est même pas lié d'ailleurs, hein, vers un cas très particulier où la silice granuleuse est seule présente. Et puis, dans certains cas, on peut faire des moules en ciment et des moules en plâtre. Hein, c'est plutôt du côté de l'artisanat qu'on va rencontrer ce genre de matériaux de moule. Dans l'industrie, généralement, en moule destructible, c'est du moule sable lié. Le moulage en moule permanent va faire intervenir donc un moule qui va servir un grand nombre de fois. Ce moule sera toujours métallique pour profiter de sa haute réfractarité, hein, puisqu'on va généralement faire des moules en acier, et puis de sa haute résistance mécanique aux sollicitations qui ne manqueront pas de s'inviter dans le process, les chocs thermiques, du coup un développement de contraintes de traction et de compression et même de cisaillement au plus proche de l'interface entre le moule et l'alliage métallique en cours de solidification, est d'origine thermique dans un premier temps, mais aussi d'origine mécanique pendant le refroidissement à l'état solide de la pièce. Il y a beaucoup d'interactions mécaniques entre une pièce qui est en train de se refroidir à l'état solide et le moule lui-même. Il nous faut donc ainsi, en plus de la réfractarité pour le moule, il nous faut une bonne ductilité. Ductilité à froid et ductilité à chaud aussi. Cela impose des alliages métalliques. On va bénéficier, bien sûr, en plus de la haute conductivité thermique de tels matériaux de moule, hein, en comparaison avec les moules sable, de façon à avoir des cycles de fabrication par exemple, je ne sais pas, de 1 minute, hein, en ordre de grandeur, incluant tout à la fois successivement l'étape de coulée, remplissage complet, de solidification, et puis de refroidissement à une température suffisamment basse pour pouvoir extraire la pièce sans l'abîmer, sans la déformer. Voilà, tout ça dans l'ordre de grandeur d'1 minute. Donc, on est dans la fabrication en grande série, hein, pour ces pièces-là. Alors, moule en acier. Tout à l'heure, on avait aussi parlé de moule en fonte à graphite lamellaire. Dans certains cas, elles sont assez intéressantes. Elles sont plus diffusives de la chaleur qu'un acier. Et si les contraintes thermomécaniques avec les pièces fabriquées le permettent, ça peut être d'autant mieux, hein, d'utiliser un moule en fonte à graphite lamellaire. Mais bon, ces dernières sont quand même, on les rencontre, il faut le reconnaître, plus dans l'industrie verrière que ici. Là, ça va être plutôt des alliages, ça va être plutôt des moules en acier. Alors, une contrainte qui est très importante aussi, ça va être une contrainte physico-chimique. Parce que l'alliage qu'on va couler à l'intérieur, nécessairement au début, il est très chaud, il va y avoir une sorte de phénomène de collage, et puis de
tout début d'interdiffusion entre le moule et la pièce métallique. Pour éviter ça, et pour éviter aussi de trop sérieux chocs thermiques, généralement, on pulvérise un produit céramique, une sorte de spray céramique dans toute l'empreinte qui est ici, et puis le demi-moule, la demi-coquille sœur, avec laquelle on vient refermer tout ça, bien sûr, avant la coulée, de façon à avoir des sollicitations en choc thermique qui soient moins fortes pour le moule et qui permettent aussi d'éviter un collage. Ça permet aussi de solidifier quand même pas trop rapidement la pièce qui est ici et de préserver cette pièce même des contraintes internes qui nécessairement se développent à l'intérieur de la pièce elle-même aussi quand on solidifie trop vite. Voilà, alors il y a des règles spécifiques pour la conception, pour le moulage destructible et pour le moulage permanent. Alors en effet, ici, en fait, on coule la pièce et puis on casse tout en la sortant, mais pour arriver en amont de cette opération de fonderie, pour arriver à cette géométrie-là, on aura quand même utilisé ce qu'on appelle une plaque modèle, sur laquelle on aura mis le sable et puis avec laquelle on aura pressé. Donc il faut que cette plaque modèle puisse être retirée du moule sable sans risquer de détruire localement le moule ainsi fabriqué. Donc il y a des règles de dessin, des règles de conception qui doivent s'appliquer ici. Pour les mêmes raisons, on va avoir des règles à respecter également en moulage coquille, parce que là, donc, on n'a pas de plaque modèle qui va donner le moule, parce que le moule, voilà, il est fait, il a été usiné, il a, encore maintenant, donc c'est de façon mise en forme soustractive. Et puis, le problème du démoulage va se rencontrer au moment où il va falloir extraire la pièce. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi comme géométrie à l'intérieur ici, sous peine de ne pas réussir à extraire la pièce. Ce qui serait quand même dommage. D'autant plus qu'un outil comme ça, ça coûte vraiment très cher, compter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour arriver à, souvent plus, pour disposer d'une coquille. C'est coûteux à fabriquer. Ici, l'outillage qui permet de faire de ces empreintes est peut-être peu coûteux. Si on fait que quelques pièces ou quelques dizaines de pièces, un outillage bois, c'est suffisant. Mais si on est parti pour faire des milliers de pièces comme ça, là, on va utiliser un outillage métal, un outillage en acier, et qui est assez coûteux. Voilà, donc finalement, ça se correspond un peu, les deux là. Dernière petite différence parmi les nombreuses qui resteraient, mais on ne peut pas tout dire non plus, c'est au niveau de la finesse microstructurale des pièces fabriquées. Ici, cette finesse microstructurale est nécessairement relativement fine, puisque la vitesse de solidification est rapide. Donc, le nombre de germes par unité de volume est activé, et puis dès qu'elles partent, la croissance des cristaux va être très grande. Tandis qu'ici, en moule sable, c'est plus lent. Donc, le refroidissement est plus lent, la solidification est plus lente, etc. Donc, on a des structures plus grossières, généralement, qu'on peut avoir ici. Je ne sais pas, taille de grain type la centaine, plus que la centaine de micromètres, voire le millimètre. Et puis ici, c'est un rapport divisé par 10 au niveau de la taille microstructurale ici. Voilà. Ensuite, donc nous en arrivons donc au moulage en moule destructible. Donc, au niveau du moulage en moule destructible, voilà comment on va procéder. Alors, qu'est-ce que ferait déjà, par exemple, un artisan? Un artisan, donc un fondeur d'art, par exemple, il va disposer d'un modèle. Donc, tout à l'heure, je parlais de plaque modèle parce que ce sont souvent une pièce comme ça qui est coupée en deux et puis qui est solidarisée à une plaque. Donc, ça, vous avez deux outils comme ça. Bon, là, vous pouvez prendre carrément la pièce comme ceci. Et puis, vous en prenez une moitié et puis vous mettez un châssis autour. Et ensuite, vous apportez donc du sable préalablement enrobé d'un liant.
et vous passez à l'étape de consolidation de ce moule en pressant localement un peu partout sur ce sable. Alors, il y a des endroits sur lesquels il faut insister, presser particulièrement fort. C'est là où vous avez des renfoncements un petit peu dans la pièce, et notamment des parois un peu verticales. C'est là où, si le sable est mal tassé, eh bien, vous risquez de tout arracher quand vous enlèverez le modèle. Donc là, on termine la fabrication du premier demi-moule. On fait ensuite le deuxième demi-moule suivant le même principe. On met, le noyau. Donc, on referme le moule. Et puis après, donc, on aligne bien les deux châssis l'un par rapport à l'autre avant de procéder à la coulée. Donc, le noyau qui est utilisé dans cette pièce-là, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est une pièce en sable lié qui ne servira qu'une fois. Alors, le principe comme ceci, chez l'artisan, chez l'industriel, c'est plus ou moins la même chose, sauf que bien sûr, généralement, c'est mécanisé, automatisé, et ce sont des machines qui font tout ça, donc des robots qui procèdent à la manutention des châssis, des machines à presser le sable qui interviennent au moment où le demi-moule passe à l'intérieur de ces machines, etc. La dépose des noyaux, il peut y avoir quelqu'un qui fait ça, mais ça peut être aussi un robot qui dépose le noyau à l'intérieur avant le remmoulage. Alors, le sable, donc il existe une catégorie assez... ce n'est pas, la catégorie pas très luxueuse, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle le sable à verre. Donc ça, c'est écrit comme ça. Et le liant, c'est en fait une argile. C'est une argile humide et les grains de sable donc, sont enrobés, pas avec ce type de liant. Alors, c'est un moyen de moulage, de fabrication de moules relativement écologique, parce que vous avez un très très fort taux de recyclage possible au niveau du sable à verre. Alors, les moules ainsi obtenus ne sont pas super résistants mécaniquement. Donc, voilà, il y a mieux, mais pour un certain nombre de pièces, normalement, c'est suffisant. Alors, par exemple, les regarde-chaussées qu'on a vus tout à l'heure, donc, sont fabriqués avec un moulage sable à verre, avec deux châssis. Donc, une entreprise qui est... Par exemple, une entreprise qui n'est pas loin de chez moi, là, juste à une trentaine de kilomètres plus au nord de Nancy. Vous avez aussi la possibilité de faire du moulage sous vide. Alors là, ça c'est curieux parce que le liant, en fait, n'existe pas. Le sable est simplement maintenu en place par l'action du vide, or plus précisément par l'action de la pression atmosphérique. On verra en quoi ça consiste un petit peu plus loin. Il y a le sable dur. Alors, le sable dur, donc, vous avez donc un liant qui est mis autour donc, des grains de sable. Et ce liant, ça peut être une résine phénolique, par exemple. Et puis, vous pouvez avoir un durcissement soit par circulation de dioxyde de carbone dans la masse du moule, et donc une réaction qui en résulte, et un durcissement qui se produit à l'échelle de tout le moule. Dans d'autres cas, on fait intervenir la chaleur. Désolé. On fait intervenir la chaleur, et là aussi, vous obtenez un sable, un moule en sable vraiment dur. Vous pouvez le manutentionner comme vous voulez, il ne risque pas de se casser, etc. Et puis, dans certains cas, voilà, sable et ciment, on l'avait évoqué tout à l'heure. Vous avez aussi alors là, quand on est en sable dur ou sable à verre, etc. Donc le moule occupe en fait tout le châssis. Il y a des techniques qui permettent d'utiliser un peu moins de matériaux de moule. C'est le moulage dit en carapace. Alors, on fait en fait durcir une carapace de sable lié contre un modèle métallique qui est chaud, qui est chauffé à une centaine de degrés, par exemple,
Et sous l'effet de la chaleur, eh bien, on a une polymérisation en fait, qui se fait de la résine. Vous avez toute une croûte qui va se former au plus près finalement du modèle métallique et qui nous servira de moule. Donc la consommation de sablier sera bien moins grande, donc avec cette technique-là, un moulage carapace. Cela suppose d'utiliser un matériau déliant qui se prête justement à ce durcissement sous l'effet de la chaleur. On peut faire aussi donc, des moules de céramique cuite. Donc, on rejoint le sablé de ciment, on rejoint le plâtre qu'on avait évoqué tout à l'heure, plus pour l'artisanat. Alors, diapo d'après. Donc, on va détailler un petit peu plus le sable à verre. Donc, le sable à verre, c'est toute une usine dans l'usine, si j'ose dire. On a à l'intérieur de l'atelier de fonderie, on a, quand on travaille en sable à verre, on a ce qu'on appelle une sablerie. Alors, au départ, donc, on prépare ce sable, donc sable siliceux plus donc, de l'argile active, qu'on appelle aussi de la bentonite. Et puis, on enrobe le sable et on additionne un peu d'eau. Et on procède donc à la fabrication des moules. Les noyaux ne sont jamais fabriqués en sable à verre, ils sont fabriqués en sable dur. Mais les moules, donc on les fabrique en sable à verre. Donc ici, dans le schéma qui est ici, donc vous avez donc le sable de moulage, donc qui provient donc de sable neuf qui vient de la bentonite, de l'additif et surtout de tout ça, du sable de récupération. Ça et ça ne sont que des petits ajouts à chaque rotation, si j'ose dire. Ça permet de renouveler petit à petit le sable de moulage parce qu'il a quand même besoin de l'être et puis d'être aussi réhumidifié, c'est obligatoire. Ensuite, on fabrique donc les moules, on dépose les noyaux qui proviennent d'une boîte à noyaux, pourquoi pas automatique, et puis on met les noyaux dans les moules, on referme les moules et on procède à la coulée de l'alliage. Alors cet alliage, ça peut être une fonte par exemple, on peut travailler, donc faire des pièces qui vont se solidifier à 1150 degrés Celsius dans un tel sable. Alors, il faut en effet que la solidification soit assez rapide parce que le sable souffre pendant cette opération-là, avec son contact avec la fonte extrêmement chaude, qui évapore une partie de l'eau qui a été additionnée. Et puis après, donc une fois que la pièce est solide, on n'a plus trop de problèmes. Elle se refroidit, le sable à verre est un petit peu malléable, donc il ne va pas trop s'opposer à l'évolution géométrique des pièces fabriquées et de leur système d'alimentation. Donc, on limite un peu les contraintes d'origine thermique qui peuvent se développer dans la pièce. Et puis, une fois que c'est suffisamment refroidi, donc on procède à ce qu'on appelle au décochage des pièces, c'est-à-dire qu'on extrait la grappe de pièces du moule. Alors, on parle aussi de défonçage de moule. Donc, on a en fait des pistons là qui viennent presser sur la partie sableuse à l'intérieur des châssis pour enlever, pour dégager la pièce, enfin la grappe de pièces. Alors, une fois qu'on a les pièces, donc généralement, elles ne sont pas très belles, et puis surtout, il y a pas mal de sable qui est resté collé sur la surface. On procède à un grenaillage pour nettoyer ces pièces. Et puis, les déchets de sable qui sont surtenus, en général, sont mélangés avec des petites parties métalliques, donc ce n'est pas réutilisable. Mais par contre, au moment du décochage même des pièces, le sable, on le récupère, on le refroidit, il revient ici, et puis on le réinitialise, on refait des petites additions supplémentaires, donc de sable neuf, d'argile active et d'eau, et hop, c'est reparti pour un tour. On réutilise donc ce matériau de moule. Alors, le schéma du milieu, voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus,
détaillé hein, au niveau de la repréparation finalement du sable. Hein, donc on voit qu'on est un petit peu plus exhaustif dans ce que l'on ajoute ici. Et puis il y a toute la partie donc travail mécanique hein, du futur sable de moulage, etc. Et puis à droite, eh bien c'est comment mettre le sable. Eh bien donc au moment où le châssis, le châssis avec le modèle donc arrive au moment où il va falloir donc mettre le sable autour du modèle. Donc, vous pouvez avoir une énergie cinétique qui va être mise à profit pour compacter le sable sur le modèle. Alors, du sable, hein, ça restera quand même si c'est, comment dire, entouré de liants, ça reste quand même quelque chose qui est possible, qui est potentiellement un peu abrasif, hein, si bien que les modèles, même s'ils sont métalliques, hein, donc au bout d'un certain nombre d'utilisations, eh bien, après donc les contacts, enfin après cette comment dire X fois ce bombardement, si j'ose dire, de sable, ça finit par s'user. Hein, et puis au moment où on enlève le moule, ça s'use un petit peu aussi. Donc pour un cycle, l'usure est quasi indétectable, mais répétée 100 000 fois. Hein, donc à un moment donné, donc ces modèles mérite d'être changé. Donc un nouvel investissement assez onéreux donc sur les modèles métalliques. S'ils avaient été en bois, alors là, ça n'aurait pas duré du tout longtemps. Ça serait usé beaucoup plus vite. Voilà, encore une vue là, qui nous permet de voir en perspective un petit peu donc la partie défonçage des moules, etc. Et puis la recomposition de nouveaux châssis avec les outillages pour repartir en production au niveau de la coulée. Alors, en fait, on a un circuit métal, on va dire entre guillemets, j'utilise un petit peu volontairement des termes un petit peu métiers ou de la culture du fondeur, si j'ose dire. Donc le circuit métal, ça va être l'alliage métallique qui est élaboré, qui est traité, qui ensuite est éventuellement inoculé. Donc on peut mettre des germes, notamment dans le cas des fontes grises. Si on veut obtenir des fontes grises, donc on va inoculer des germes pour aider le graphite à apparaître et puis à se développer. Et puis après, ça donne des pièces. Ces pièces, on va les dégrapper. Les systèmes d'alimentation vont repartir dans un sens pour être refondus et réutilisés. La partie métallique qui aura constitué le système d'alimentation, les éventuels maslots, etc., ça va être réutilisé. Et puis, la partie pièce, bien sûr, va continuer son petit bonhomme de chemin vers la finition, le conditionnement, et puis la vente, et puis le transfert chez le client. Donc ça, c'est le circuit métal. Vous avez, dans le cas de la sablerie Sable à Verre, vous avez aussi un circuit sable. Donc on l'a vu dans la diapo précédente, on a vu ce qui se passait pour lui, qu'on le réutilisait, etc. Et puis il y a un troisième circuit, c'est le circuit des châssis. Là aussi, donc les châssis, donc on met les plaques modèles, on remplit de sable, ensuite on coule dedans, ensuite on défonce les moules, et puis on récupère les châssis, on les nettoie un minimum, et hop, pareil, ils repartent au point de départ pour être utilisés une nouvelle fois. Donc c'est assez complexe quand même, donc avec ces trois circuits matières. Dans certains cas, on peut éviter d'utiliser des châssis, ce qui simplifie un peu les choses. Ça fait un peu moins de manutention, c'est un peu moins complexe. Dans des cas où les pièces ne sont pas suffisamment géométriquement complexes pour pouvoir être fabriquées sans châssis. Sans châssis et puis sans système d'alimentation, sans système de masselotage. C'est le cas où on est donc en coulée en motte. Alors, vous voyez un peu comment on procède. Donc on fabrique finalement toute une série de moules qui sont collés les uns aux autres. En fait, il n'y a pas de deux demi-moules.
il y a un seul moule qui a un côté qui va servir à une pièce et l'autre côté qui va servir à une autre pièce. Et en les assemblant, eh bien, on reconstitue. Donc, ils s'y mettent à deux, si j'ose dire, pour faire une pièce. Donc, il y a à peu près le principe. Là, donc, on fabrique le moule. Voilà, c'est ça, le moule. Ensuite, on les assemble et tout ça, donc ça vient ici. Et puis, on coule donc l'alliage métallique liquide à l'intérieur des cavités ainsi formées. Voilà. Donc là, ceci en opposition avec la présence des châssis, qui peuvent être droits ou qui peuvent être obliques, avec un certain angle de dépouille, tel que vous pouvez l'avoir là, pour pouvoir enlever des châssis, et puis ensuite simplement maintenir les mottes à plan de joint horizontal pour la couler. Entre-temps, donc, les châssis n'auront pas circulé autant que dans le cas précédent. Alors, voilà. Après ceci, donc après le sable à verre, donc vient le sable durci. Alors là, donc, plusieurs techniques pour cela. Donc là, par exemple, c'est le durcissement par réaction avec une circulation de dioxyde de carbone. Bon, il faut savoir qu'un moule, c'est quelque chose, est fait d'un matériau qui est relativement perméable à la circulation gazeuse. C'est pas comme si ce qui ne le serait pas, c'est une coquille métallique, bien sûr. Tandis que là, donc avec du sable, vous avez une certaine perméabilité. Donc, on peut profiter de cette perméabilité générale pour faire traverser le moule par un courant de dioxyde de carbone et faire durcir ce dernier. Et puis, dans certains cas, donc, on a toute une série de petites aiguilles par l'intermédiaire desquelles on va introduire le dioxyde de carbone pour durcir également donc, le demi-moule dans son ensemble. Alors, le sable dur, dans quel cas on va le préférer? C'est lorsque les géométries sont relativement complexes, lorsqu'on va produire des pièces à haute valeur ajoutée, et puis aussi lorsque l'on craint beaucoup le phénomène de retassure. En contrariant le gonflement par exemple de fonte, eh bien, le sable dur va permettre d'éviter la formation des retassures. Les retassures, ce sont ces défauts de vide qui se créent. C'est l'heure de la pause. Bon, je termine juste. J'ai mis un... Alors, attendez, tac, si ça veut bien s'arrêter. Voilà. Excusez-moi, donc j'en termine juste avec cette diapositive et puis on va faire une petite pause. Donc, ce sable dur donc, permet en effet de reporter finalement l'effort de poussée que certains matériaux ont en passant de l'état liquide à l'état solide vers l'intérieur de la pièce, ce qui empêche eh bien, ces défauts de type vide interne d'apparaître, ces défauts qu'on appelle des retassures. Voilà. Ensuite, alors en sable dur aussi, on peut faire des moules instrumentés pour essayer avec des thermocouples et des sondes de contact pour mieux comprendre comment le remplissage peut se faire et quelles sont les cinétiques de refroidissement des pièces pour essayer de mettre au point ou d'améliorer le processus de fabrication. À droite, le moulage sous vide, donc V-process, V pour vacuum. Alors, cette technique est vraiment très particulière, elle n'est pas très utilisée, mais ça se rencontre. Ce que l'on fait, c'est que l'on a une plaque modèle qui est ici, qui va donner donc toujours les formes intérieures à la pièce, qui est creuse et qui est reliée à sa surface par des petits canaux par l'intermédiaire desquels on peut aspirer l'air. On dépose dessus un film plastique. En aspirant l'air, on plaque ce film plastique contre l'outillage. Et puis, avec le châssis qui est ici et un deuxième film plastique qu'on met au-dessus,
on termine en faisant le vide à l'intérieur de la cavité qui contient le sable. Et ce faisant, eh bien, on durcit le sable sans qu'il y ait du tout de liant. On ne peut même pas dire que le vide, c'est le liant. Non, c'est simplement une tenue mécanique. Le sable est incapable de bouger parce qu'il est coincé entre ces deux films plastiques. Alors, pour retirer l'outillage, il suffit de faire l'inverse. On va introduire, donc, plutôt que de faire le vide à l'intérieur de la pièce, on va faire une légère surpression, ce qui va avoir pour effet, par l'intermédiaire de ces petits canaux, eh bien, d'extraire de la pièce de l'empreinte qu'elle a ainsi constituée. On se retrouve avec un demi-moule qui est tout prêt à être utilisé et qui est sans liant. Donc, on constitue le deuxième demi-moule, on assemble les deux et on procède à la coulée à l'intérieur donc de cette cavité. Alors, au moment de la coulée d'un alliage qui peut faire, pourquoi pas, qui peut faire du 1160, 1170 degrés, donc d'une fonte, eh bien, on a bien sûr une vaporisation quasi instantanée du film plastique intérieur. Mais si le remplissage se fait relativement vite, c'est sans importance sur le maintien du sable pendant toute l'opération de coulée et même de solidification. Voilà. Et en termes de côté vert, de côté recyclage, il n'y a pas mieux. Même le sable à verre est moins bien parce que là, vous n'avez aucun liant. Et le sable que vous libérez là, il peut être utilisé tel quel pour une nouvelle opération de moulage sous vide. Entre-temps, il y aura eu juste, en effet, du plastique gazéifié d'un côté, puis un film plastique de l'autre côté que l'on ne réutilisera pas. Voilà, je vous propose de faire la pause de 1/4 d'heure. Je crois que c'est ça qui est prévu. Et puis, moi, je ne coupe rien parce que j'ai peur de ne pas pouvoir redémarrer. Je laisse la diapo telle qu'elle est ici, et puis je vous donne rendez-vous. Donc, il est 14h34. D'ici, oui, à 14h50, si mes comptes sont justes. Voilà. Oui. C'est bon, vous m'avez... Super. Oui, exactement. Eh bien, écoutez, vous avez... à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne pause à vous. Merci. Je vous en prie.